Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement content de vous retrouver après la pause estivale qui a été faite sur les vidéos. Mais aujourd'hui, on va pouvoir reprendre tout ça avec un rythme beaucoup plus soutenu. Il semblerait que sur les marchés actions, un accident soit sur le point d'intervenir. Mais dans le même temps, on est complètement écrasé par un momentum très haussier sur ces mêmes marchés actions. Ce commentaire, il vient pas de moi, il vient d'un des directeurs de chez Nomura. Juste avant de vous présenter justement les points qui me permettent aujourd'hui de vous présenter cette vidéo sur les risques que l'on a sur les marchés actions, je voulais d'abord vous remercier pour plusieurs raisons. D'abord, on est plus de 6000 aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup pour vos abonnements, votre soutien, les pouces bleus, les commentaires. Merci aussi à ceux qui rejoignent le groupe Telegram, qui est un groupe totalement gratuit et vous avez le lien en description. Et également ceux qui sont inscrits au carnet de bord. Donc pour rappel, le carnet de bord, c'est de l'analyse technique où je vous donne des configurations qui me semblent intéressantes pour la semaine à venir. Je voulais aussi vous remercier concernant les commentaires sur la dernière vidéo de l'argent, que ce soit des commentaires directement sous la vidéo ou par email, où je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont saisi cette opportunité sur l'argent et votre réussite me fait extrêmement plaisir. Revenons maintenant au sujet principal de cette vidéo et je voulais commencer par vous présenter un modèle statistique qui établit que on aurait 90% de chances que le Dow Jones atteigne un niveau plus bas qu'il n'a atteint en mars 2020 d'ici la fin de la récession actuelle. Ce même modèle statistique qui reprend les 100 dernières années de cotation sur les indices américains nous dit que la récession actuelle durera au moins jusqu'à mars 2021. En effet, si on prend toutes les récessions de 1929 à 2007, chaque récession a duré au moins une année. Et ce qui se passe, c'est que si on prend le cas du Dow Jones, eh bien, il décline dans un premier temps dès le début de la récession, ce qui semble assez logique, puis vient ensuite, à travers un rallye haussier, atteindre un pic intermédiaire qui arrive dans les 5 à 7 mois après la récession, pour ensuite aller baisser davantage que sa baisse initiale. Donc ce modèle, basé sur les données établies par Deloitte, nous dit que la baisse du Dow Jones se terminerait au 4e trimestre 2022. Je vous mets là un graphique qui compare la performance du Dow Jones sur la crise de 29, donc de 1929 à 1932, c'est la ligne rose, avec le Dow Jones actuellement qui est la ligne bleue. Et évidemment, les deux crises économiques ne sont pas comparables, mais on voit que même en 1929, qui était une crise économique majeure, le Dow Jones a effectivement retracé une grosse partie de sa baisse dans un premier temps, avant de rebaisser largement ensuite. Alors ce petit modèle statistique, il est bien sympa, mais on peut toujours tomber dans l'exception statistique, être dans les 10% de non-réalisation du scénario, surtout dans l'environnement actuel où on a des taux extrêmement bas et une planche à billets qui est massive. Donc ce que je vous propose, c'est de croiser d'autres éléments pour étoffer cette thèse. Et un des gros autres éléments, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on a le S&P 500 qui évolue en parallèle, donc il y a une corrélation positive avec le VIX. Donc pour rappel, le VIX, c'est l'indice de volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité à laquelle les investisseurs s'attendent à avoir dans le futur. Donc là, je vous mets un graphe où on voit effectivement la grosse performance du S&P 500, ça a échappé à personne, mais que dans le même temps, on a un VIX aussi qui est sur des niveaux plutôt très élevés par rapport à cette performance positive du S&P 500. Donc par rapport à ce graphique, on a Michael Kelly qui est directeur des investissements chez PineBridge qui nous dit qu'il est tout à fait anormal d'avoir un VIX supérieur à 20 pour une durée étendue de temps sans qu'une crise ne se produise. Et il y a un autre commentaire qui nous vient de Julian Beetle qui travaille chez Pictet et qui nous dit que quand on a une corrélation aussi positive entre le S&P 500 et le VIX, eh bien ça mène toujours à des choses qui sont très négatives. Il nous ajoute également que la dernière fois que le S&P 500 a été aussi positivement corrélé au VIX, eh bien en fait c'était juste avant l'éclatement de la bulle Internet en mars 2000. Pour rappel, à ce moment-là, le Nasdaq avait perdu quand même 80% de sa valeur pour aller chercher un point bas en octobre 2002. Donc là également, je vous mets un graphique qui nous montre la corrélation en fait entre le VIX comparé au plus haut historique sur le S&P 500. C'est-à-dire que sur ce graphique, à chaque fois que le S&P 500 a battu un record historique, eh bien on a relevé le niveau de VIX et on voit qu'actuellement, on est sur un plus haut jamais enregistré. Là-dessus, on a Goldman Sachs qui nous apporte quelques précisions et qui nous dit ce qui est extrêmement surprenant en fait dans cette situation, c'est surtout l'écart entre le VIX, donc la volatilité implicite, la volatilité attendue, et la volatilité réalisée qui, elle, reste plutôt très faible. Alors pourquoi est-ce qu'on a un écart aussi flagrant en ce moment entre
le VIX, la volatilité implicite et la volatilité réalisée, eh bien c'est parce que les financiers, ceux qui vendent les options, s'attendent à un retour de la volatilité très prochainement. Alors évidemment, les élections américaines ne sont pas étrangères à ce phénomène, mais ce n'est pas la seule raison, puisque là aussi je vous mets un graphe, on voit que la corrélation entre les valeurs croissance et les valeurs value est aujourd'hui négative. Et donc en fait, c'est exactement la même chose dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. On a les actions les plus volatiles, donc les actions qui sont liées au secteur de la technologie, qui tirent en fait tout le marché, sauf que ces actions-là, eh bien, ce sont donc les plus volatiles, celles qui représentent plus de risques, mais aussi les moins liquides. Et c'est en ça qu'on a un grand danger pour les indices en général et qu'on pourrait avoir des baisses assez rapides qui peuvent intervenir. Là aussi, un graphique que je vous ai déjà présenté plein de fois où on voit que les 5 plus grosses valeurs du S&P 500 prennent une part de plus en plus importante sur l'indice et ça ne cesse de progresser. Et on peut faire exactement aussi le même constat concernant les 10 plus grosses valeurs du S&P 500. Si je prends le cas des 10 plus grosses valeurs de l'indice, eh bien ça représente aujourd'hui 30% du poids de l'indice, ce qui est extrêmement considérable. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui est extrêmement spéculatif. Et donc ça se ressent dans le prix des options, ça se ressent dans le VIX, puisque les financiers, eux, s'attendent à ce qu'on ait ce retour de la volatilité dû à la pondération grandissante des valeurs technologiques dans les indices et qui pourrait, par manque de liquidité à un moment donné, eh bien, faire sombrer l'ensemble des marchés. Donc on a un marché globalement qui est très spéculatif et c'est vrai que quand je me balade un peu sur internet, notamment sur les forums où j'aime bien sentir un petit peu ce que les boursicoteurs pensent, et c'est vrai que je vois beaucoup ces derniers temps de defensing bashing. Donc en fait, tous les gens qui apportent un peu de nuance dans les tendances, qui ont plutôt un biais défensif sur leurs investissements, eh bien ils se font un petit peu moquer sur ce type de forum. Donc là, je viens de vous partager mon ressenti, mais je vais vous donner aussi des données extrêmement factuelles qui représentent bien ce mouvement que l'on a actuellement sur les investissements, sur la spéculation qui entoure nos indices. Donc pour la première fois de l'histoire, on a le volume des options échangées qui a surpassé à hauteur de 114% le volume des actions traitées en direct, donc les produits cash. Et ce qui est remarquable sur ces options, eh bien, c'est qu'elles ont des échéances extrêmement courtes. On a 75% des options qui sont échangées aujourd'hui qui ont une échéance égale ou inférieure à 2 semaines. Alors que d'habitude, si on prend la moyenne historique, on est plutôt à 55%. Ce que nous dit Goldman Sachs également, c'est que ces options, ce sont majoritairement des options d'achat, des options call. Et donc en résulte le fameux ratio put-call que je vous présente également tout le temps, où là on arrive sur des niveaux qui sont aussi assez historiquement bas. Donc très peu de protection de la part des investisseurs, tout le monde est dans le même sens, on y va, on achète, on pousse la hausse encore un peu. Alors je sais que SoftBank est assez responsable aussi de ces mouvements-là. Pour autant, ce n'est pas les seuls, puisqu'on constate aussi que chez les particuliers, cette fois, eh bien, on a énormément d'options d'achat qui sont souscrites. Alors c'est un élément que moi je trouve particulièrement inquiétant, puisque quand on reprend l'histoire des marchés financiers, là aussi quand on a des particuliers qui prennent part de plus en plus à la spéculation sur les actions, sur les indices, eh bien en général ça se passe assez mal. Et donc là, je voudrais vous lire un commentaire de Bank of America qui nous dit que même si on a eu un rallye aussi extrêmement fort sur les actions américaines, eh bien aujourd'hui, on a beaucoup d'indicateurs techniques qui nous montrent des divergences très fortes qui nous mettent en fait dans le mois de l'année le plus à risque. Alors BofA, il souligne évidemment le risque présidentiel, l'incertitude qui est soulevée par rapport à ces élections américaines qui approchent, mais on voit aussi que statistiquement, quand on est dans une année électorale aux États-Unis, le mois de septembre, eh bien, c'est le pire mois de l'année. Et le mois d'octobre également qui suit, eh bien, est un mois extrêmement faible en termes de performance. Voilà, donc là, je vous ai présenté des données qui sont issues de notes de grandes banques sur les statistiques qu'ils peuvent faire, sur les indicateurs techniques qu'ils peuvent avoir et qui sont toujours extrêmement intéressants à avoir à l'esprit. Et maintenant, je voulais vous faire une analyse un petit peu plus personnelle, une analyse technique pour le coup sur différents indices, que ce soit le CAC 40 ou les indices américains. Je sais que je vous avais fait une vidéo précédente où je vous montrais un petit peu les graphes et les analyses que je pouvais en faire et ça a quand même beaucoup plu, donc je me suis dit que j'allais réitérer encore une fois l'exercice. Donc si vous le voulez bien, je vous propose de commencer par le CAC 40, donc notre indice français. Et là, on voit que clairement le CAC 40, c'est la léthargie totale. Il ne se passe rien, on s'ennuie depuis 3 mois globalement sur le marché.
Et on a à la fois un range qui est en train de se tracer, donc c'est les lignes rouges que je vous ai mis qui encadrent le bas et le haut du range. Et également, on a un petit triangle symétrique qui est en train aussi de se former et qui englobe en fait ce range. Donc ce que ça veut dire, c'est que la volatilité réalisée, là pour le coup sur le CAC 40, est en train de se compresser très fortement et que les acteurs financiers sont donc en attente d'un futur mouvement. Et plus on reste longtemps dans cette compression de la volatilité, et plus le mouvement promet d'être explosif. Alors pour l'instant, par rapport à ces éléments-là, on ne peut pas dire si les cours vont sortir par le haut ou par le bas de ce canal et de ce triangle, mais on peut quand même partir du principe que le mouvement, lui, va être quand même très violent. On le sait, les indices européens sont extrêmement influencés par les indices américains et les indices européens qui ont beaucoup moins de valeur technologique à l'intérieur, eh bien, sont plutôt en attente de voir ce que vont faire ces indices américains qui, eux, ont été largement tirés vers le haut par ces valeurs technologiques. Alors, on parle de valeurs technologiques depuis le début. Ce serait un bon exemple de prendre le Nasdaq 100, hein, justement, l'indice phare américain de la tech, et de voir comment ça a évolué. Donc là, un graphique de cet indice, on voit qu'on a un canal haussier qui est extrêmement fort. Si vous avez tenté de vendre le Nasdaq basé sur une analyse fondamentale, ça a été terrible. Et c'est exactement ce que disait en fait le directeur de chez Nomura. Donc c'est un marché qui vient vous compresser, c'est un rouleau compresseur haussier. Ce qui saute aux yeux tout de suite sur ce Nasdaq, c'est qu'on a cassé par le bas ce canal haussier que je vous ai dessiné. Et dans le même temps, on a une très forte hausse des volumes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont plutôt paniqué dans ce mouvement puisqu'on voit de très larges baisses sur les derniers jours qui ont donc permis de casser par le bas ce canal haussier avec de gros volumes. Si je prends le S&P 500 maintenant, on est exactement sur la même tendance haussière très forte et on a eu la même cassure également. Alors je vous ai mis sur ce S&P 500 aussi une zone qui est encadrée un peu en jaune qui correspond en fait au précédent plus haut que l'on avait atteint en février 2020 et aujourd'hui c'est une zone qui fait support. Donc il va falloir un peu plus de données, un peu plus de temps pour que l'on voit comment le prix va réagir sur cette zone-là. Est-ce que ça va permettre de maintenir les cours un petit peu sur cette zone de support ou est-ce qu'on va casser cette zone pour aller chercher des baisses un peu plus marquées derrière? Sur le Dow Jones, là c'est un peu moins marqué, rien d'étonnant à ça puisque le Dow Jones est un indice industriel. Donc là, on n'est pas allé dépasser les précédents plus hauts qui avaient été inscrits en février 2020. C'est même une zone qui a fait résistance, donc là pareil, c'est une zone que je vous ai encadrée en jaune. Et on n'a pas réussi donc à passer au-dessus, ça a fait résistance et les cours ont été rejetés par cette zone. Alors on n'a pas encore cassé tout de même le canal haussier sur le Dow Jones, pour autant on observe aussi une hausse des volumes, donc ça va être particulièrement intéressant dans les prochaines séances de voir si on casse nettement ce canal haussier. Là on a un momentum à la hausse qui est très fort sur les indices US, même si on a quelques signaux baissiers qui se sont additionnés sur le Nasdaq ou le S&P 500, il va vraiment falloir attendre un mouvement net puisque on est encore sous le coup en fait du flux haussier qui se matérialise depuis plusieurs mois maintenant. Donc si je devais aujourd'hui prendre une baisse sur les indices, j'irais d'abord sur les indices européens puisque ce sont les indices les plus faibles. Donc je vais préférer aller me mettre à l'abri du momentum haussier que l'on a pu observer sur les indices américains. Pour autant, il va falloir que à la fois aux États-Unis ça baisse assez violemment et que j'ai un départ baissier aussi franc en Europe. Donc vous voyez qu'on additionne les éléments, la baisse elle n'est pas encore faite, il va falloir attendre un petit peu pour observer ce que les investisseurs veulent faire. Donc pour nuancer un petit peu cette vidéo, je voulais vous apporter un commentaire, encore une fois, qui nous a été apporté par Goldman Sachs, qui nous dit que certes, à court terme, il y a quand même des risques assez fortement baissiers sur les indices, mais eux sont plutôt très confiants sur le moyen terme. Pourquoi? Parce que on a encore une fois ces banques centrales qui agissent massivement, qui vont maintenir des taux d'intérêt très bas et ça va pousser les investisseurs, quoi qu'il en coûte, à aller chercher du rendement sur les marchés actions. Voilà, donc c'est quand même important de nuancer tout ça, comme toujours. Ça, c'est quelque chose que j'adore me répéter, que ce soit sur les marchés ou dans la vie de tous les jours. La nuance, c'est l'intelligence. Je dis ça comme ça pourrait peut-être servir à certaines personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Certains d'entre vous, ceux qui sont abonnés au carnet de bord, retrouveront
Dans le carnet de bord qui va être publié tout prochainement, eh bien, une configuration sur indice où je vous donne les niveaux de take profit, de stop loss qui va être intéressant à jouer. En attendant, je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Ciao, ciao!